Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles qui ne connaîtraient pas encore, Rose Up est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes par tout type de cancer. Alors j'insiste un peu sur tout type de cancer parce on est encore beaucoup associé au cancer du sein, Mm. mais on traite de tous les cancers qui peuvent toucher les femmes. Alors nous vous informons via le Rose Magazine qui paraît 2 fois par an et que vous pouvez retrouver gratuitement dans vos services d'oncologie ou recevoir directement chez vous en adhérant à notre association. Nous avons également le site internet rose-up.fr dans lequel vous pouvez retrouver évidemment tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs que nous mettons à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas à le consulter. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, nous proposons des webinaires et des ateliers en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et nous défendons vos droits via des travers de plaidoyer. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et rédactrice en chef du site internet rose-up.fr dont je vous parlais. Et aujourd'hui, on va parler du cancer du sein triple négatif. Et pour cela, je suis accompagnée de Claude Coutier, Christelle Carré-Rigolet et le docteur Olivier Trédan. Je vais vous laisser vous présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Ah, Honneur bah, aux dames. Ah, Ouais. j'allais dire honneur à Olivier. Vas-y, Christelle, alors. Honneur aux dames. Eh ben, je t'en prie. Vas-y, Christelle, je t'en prie. Je suis une triplette depuis décembre 2021, métastasée d'emblée. Et depuis, je suis en traitement continu. Depuis octobre dernier, j'ai le protocole sacituzumab govitecan sous le nom de Trodelvy. Voilà. Et puis, j'habite une petite commune rurale dans le Loir-et-Cher, au centre, dans la région Centre-Val de Loire. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, je me suis engagée aux côtés du collectif Triplette Rose en tant qu'ambassadrice et puis depuis décembre en tant que trésorière adjointe. Voilà, je suis très contente de participer à ce webinaire puisque Rose Up m'accompagne depuis 2 ans avec tous les soins de support. Et voilà, m'a apporté énormément dans ma vie. Merci beaucoup. Bah, Claude, Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Claude Coutier. J'ai malheureusement fait l'expérience de la maladie qui est le cancer du sein triple négatif en 2018. Et puis, c'est que à quelques triplettes, en 2020, on a décidé d'agir pour favoriser l'accès à cette fameuse molécule, hein, le sacituzumab govitecan, qui existait aux États-Unis, mais qui n'était pas disponible en France. On s'est mobilisé à plusieurs, dont Rose Up d'ailleurs. Suite à cette mobilisation et à l'entraînement de différentes parties prenantes, on a été le premier pays européen à pouvoir en bénéficier en novembre 2021. Et c'est comme ça finalement que le collectif Triplette Rose est né. Donc j'ai la chance d'être la présidente et donc cofondatrice de ce collectif. Et je préciserai tout à l'heure les actions du collectif, mais elles sont au nombre de 3. C'est faire connaître le cancer du sein triple négatif pour sensibiliser l'opinion publique et les instances décisionnelles en santé. L'accès aux traitements novateurs, encore, on en a besoin. On a besoin de molécules innovantes pour que ce soit une maladie curable et dont on guérit euh, quasiment à chaque coup, et soutenir la recherche contre le cancer du sein triple négatif. Voilà. docteur Trédan. Donc, je suis Olivier Trédan, je suis oncologue médical, c'est-à-dire cancérologue, chimiothérapeute, parfois comme on nous appelle. Je travaille dans un centre anticancéreux à Lyon, ça s'appelle le centre Léon Bérard. C'est une des entités qui prennent en charge les patientes avec le cancer du sein. Une de mes spécialités, c'est effectivement le cancer du sein. J'ai une activité de recherche clinique et de recherche fondamentale dans un laboratoire associé au centre Léon Bérard. Très bien. Alors, avant de démarrer les questions, je rappelle le fonctionnement à celles qui nous suivent via Zoom. Vous avez un onglet Q&R en bas de votre écran pour poser vos questions. Donc, je les transmettrai au fur et à mesure aux intervenants. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, j'essaierai de regarder de temps en temps les commentaires de la même façon pour les transmettre. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire le cancer du sein. En fait, il n'existe pas un seul cancer du sein, il y a plusieurs sous-types. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur Trédan, quels sont ces différents sous-types et qu'est-ce qui les distingue?
Alors, effectivement, aujourd'hui, on va surtout parler du cancer du sein triple négatif. Le cancer du sein triple négatif, c'est quand il n'y a pas les récepteurs aux hormones, les hormones féminines, les oestrogènes et la progestérone. On regarde les cellules cancéreuses et il n'y a pas les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone. Et puis, il y a un troisième marqueur qu'on appelle HER2, qui est aussi une protéine qu'on trouve ou pas sur les cellules cancéreuses. Et s'il n'y a pas HER2, il n'y a pas le récepteur aux oestrogènes, il n'y a pas le récepteur à la progestérone et il n'y a pas HER2. C'est donc un cancer du sein triple négatif. Et donc, par définition, il y a aussi des cancers du sein triple positifs quand il y a le récepteur aux oestrogènes, le récepteur à la progestérone et le récepteur HER2. Et puis, il y a des cancers du sein où il y a le récepteur aux oestrogènes et il n'y a pas le récepteur HER2. Dans ce cas-là, c'est un cancer du sein qu'on appelle hormonodépendant ou luminal, qui est uniquement dépendant du récepteur aux oestrogènes. Donc en fait, on caractérise maintenant les cancers du sein en fonction de l'expression de ces différents récepteurs que vous voyez là à l'écran. Oui, alors Alors je ça, voulais c'est... partager Pardon. une illustration qui vient d'une brochure qui a été faite par le collectif. On en parlera à la fin de la présentation, mais je trouvais ça intéressant de le Donc ça présenter. illustre parfaitement ce que je viens de dire. On va diagnostiquer le cancer du sein. Il est récepteur aux oestrogènes négatifs, récepteur à la progestérone négatif, récepteur HER2 négatif, c'est donc le triple négatif. C'est une des sous-entités en fait du cancer du sein. C'est pas la plus fréquente, 10 à 15% des cancers du sein, et on peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a une première classification qui est basée sur ces récepteurs. Maintenant, on a d'autres classifications encore plus poussées en fonction des gènes du cancer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que plus on connaît les récepteurs et les gènes du cancer, plus on arrive à faire des groupes de patients homogènes pour les traiter de façon plus pertinente. Ok. Alors, quelles sont les caractéristiques du cancer du sein triple négatif concernant on parle souvent, on dit souvent c'est associé à un cancer du sein agressif. Qu'est-ce Alors, que c'est? je pense qu'il ne faut pas imaginer le cancer du sein triple négatif comme un ensemble homogène. C'est à nouveau un groupe défini, mais avec différents sous-types, sous-sous-types de cancer, dont le pronostic est très variable en fonction justement de l'agressivité intrinsèque, de l'agressivité propre de ces cellules cancéreuses. Parfois, on a des cancers du sein triple négatifs qui ne sont pas agressifs, qui ont peu de risques de rechute et qu'on arrive très bien à guérir. Et malheureusement, à contrario, on a des cancers du sein très agressifs qui ont un très haut risque de rechute. Donc, le message le plus important que je voulais vous faire passer ce matin, c'est cancer du sein triple négatif ne veut pas forcément dire cancer agressif, rechute, métastase ou risque de décès. On a des cancers du sein triple négatif qu'on guérit très bien. Alors évidemment, tout ça, c'est une palette de couleurs, avec effectivement d'un côté des cancers très très peu agressifs qu'on guérit très bien, et de l'autre côté des cancers très agressifs qu'on a beaucoup de mal à guérir, et entre les deux, toute une palette. Donc c'est très hétérogène. Donc il ne faut pas fixer une étiquette sur triple négatif, ça définit le cancer, mais en soi, ça n'est pas suffisant pour tirer une conséquence pronostique. Ouais, c'est important de le préciser. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques qui sont associées à ce cancer? Alors effectivement, les gènes les plus connus dont on entend parler dans les médias, c'est BRCA. Il y a le BRCA1 et le BRCA2. C'est des gènes qu'on a en soi, hein, dans notre patrimoine génétique. Et lorsqu'il y a des mutations de ces gènes, on a des risques de faire des cancers du sein, des cancers de l'ovaire, des cancers de la prostate, ça c'est chez les hommes, et des cancers du pancréas. Et oui, malheureusement, il y a des familles qui ont ces gènes mutés et donc qui font des cancers du sein. Et quand ils font des cancers du sein, surtout quand c'est BRCA1, ça fait des cancers triple négatifs. Et donc, le message, c'est quand on a un cancer du sein triple négatif, il faut absolument connaître son statut BRCA. Est-ce que le gène BRCA est muté ou pas? S'il est muté, il y a deux conséquences majeures. Un, il faut en informer l'ensemble de la famille, parce que quand on a le BRCA, ça veut dire que les autres femmes de la famille, les sœurs, les tantes, les cousines, évidemment les filles et les petites filles, peuvent avoir aussi le cancer du sein et le cancer des ovaires. Donc c'est une information familiale. Et la deuxième conséquence, qui est aussi très importante, c'est pour le patient lui-même, la patiente elle-même, des traitements spécifiques contre BRCA, notamment les inhibiteurs de PARP. Je ne vais pas citer le nom des médicaments, mais il y a des médicaments qui sont ciblés quand on a une mutation de BRCA. Donc c'est à la fois des conséquences familiales et des conséquences pour le traitement spécifique des patientes porteuses de BRCA.
OK. Justement, on va rentrer, dans les traitements. Vous insistiez sur le fait qu'il faut bien distinguer, 3 cas, il y a 3 cas bien distincts, le cancer localisé, le cancer avancé et le cancer métastatique. Alors on va expliquer ce que c'est. Pour ça, je vais encore partager, mon écran parce qu'on avait pareil des illustrations pour, présenter C'est ça. toujours plus facile quand on a les illustrations, ça permet de mieux comprendre les choses. On va commencer donc effectivement par le cancer du sein localisé. Je ne vois Alors plus moi, mon excusez-moi, voilà, je ne vois on va plus. juste attendre que l'image apparaisse. Ouais, ouais, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Bah, allez-y, Donc le continuez. cancer du sein localisé, c'est typiquement une tumeur, un nodule, qui correspond en fait à un nuage de cellules cancéreuses. Si on prend une image d'un petit pois, par exemple, à l'intérieur du sein, il n'y a pas d'autres cellules cancéreuses ailleurs. On dit que c'est un cancer du sein localisé. Il faut quand même savoir, et c'est un message important à comprendre, que quand on a un nodule de la taille d'un petit pois à l'intérieur du sein, ça correspond déjà à 1 milliard de cellules cancéreuses. C'est pris tôt, c'est pour ça qu'on fait des mammographies, c'est pour ça qu'on fait de la palpation, c'est pour découvrir le petit pois à l'intérieur du sang, pour l'éradiquer, c'est-à-dire pour guérir le cancer. On fait la chirurgie de ce petit pois, on enlève la tumeur et on a toutes les chances de guérir. Donc ça, c'est la première situation, on va dire que c'est la meilleure. Quand le cancer est un peu plus avancé, on a une dissémination des cellules cancéreuses au-delà du sein. On a quelques cellules cancéreuses sur les milliards de cellules cancéreuses qui sont à l'intérieur du sein, qui sont allées dans les ganglions, sur la peau, autour du sein. Ça reste dans la zone du sein, et donc c'est normalement curable, c'est-à-dire guérissable, en faisant une chirurgie plus large et des traitements plus lourds, avec souvent de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et de la radiothérapie, mais on est encore dans un objectif curatif. Et malheureusement, la dernière situation, la pire, mais qu'on essaye maintenant de plus en plus de contrôler, donc ça c'est le localement avancé, c'est quand vous avez donc le petit nodule qui s'est diffusé dans le ganglion, c'est le stade 3, et donc là on passe au stade 4. Malheureusement, les cellules cancéreuses, le milliard de cellules cancéreuses qui étaient localisées dans le sein a disséminé au-delà du sein, les cellules cancéreuses sont parties dans la circulation sanguine, dans les vaisseaux lymphatiques, ont voyagé dans le corps, pour se mettre dans les poumons, dans le foie, c'est ce qui est représenté dans cette image. Et ça s'appelle des métastases. Une métastase, c'est des cellules cancéreuses qui ont quitté le sein et le pourtour du sein pour aller se localiser dans un autre organe. Quand on a des millions de cellules cancéreuses qui sont diffusées dans les poumons ou dans le foie, on n'est plus capable de faire de la chirurgie curatrice. Donc on en reste à un traitement systémique, c'est-à-dire sur l'ensemble du corps, pour que les cellules cancéreuses meurent à la fois dans le sein, dans les ganglions, dans le foie, dans les poumons. On est à une autre maladie, une maladie qui a disséminé et qui nécessite des traitements au très long cours pour contrôler, tuer toutes ces cellules cancéreuses qui ont disséminé dans l'ensemble de l'organisme. On appelle ça un stade 4. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut du coup, parler des traitements à ces différents stades? On va commencer par le stade, localisé. Quels sont les traitements à disposition dans ces cas-là? Donc, le traitement le plus important pour un cancer localisé, c'est la chirurgie. Quand vous avez une tumeur du sein, on enlève la tumeur et quand il n'y a plus de tumeur, en théorie, on est guéri. Quand je dis en théorie, c'est que, je vous l'ai dit, 1 milliard de cellules cancéreuses, ça se voit, ça fait un petit poids à l'intérieur du sein. Mais s'il y a quelques centaines de milliers de cellules cancéreuses qui se baladent autour, on ne peut pas les voir. Il faut les éradiquer, et là, la chirurgie n'est plus efficace. Et donc, on fait des traitements en plus, on appelle les traitements adjuvants, pour éradiquer ces quelques centaines de cellules, de milliers de cellules qui se baladent autour, quelque part, dans les ganglions, dans la peau ou dans le sang. Et c'est pour ça qu'on fait ces traitements adjuvants. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est pour compléter l'éradication des cellules cancéreuses qui se baladent dans le sein et autour du sang. C'est pour ça que les rayons sont localisés dans la zone opératoire. Et le deuxième, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie est pour éradiquer toutes ces cellules cancéreuses qui se baladent ailleurs, typiquement dans le sang, dans les ganglions, dans l'ensemble du corps, qu'on ne voit pas, parce que quelques centaines de milliers de cellules cancéreuses, ça ne se voit pas. Et c'est la chimiothérapie
adjuvante ou néoadjuvante. Alors, néoadjuvante, ça veut dire qu'on le fait avant la chirurgie. Adjuvante, ça se fait après la chirurgie. On fait un peu les deux et on le fait souvent avec de l'immunothérapie parce que l'immunothérapie, ça, on pourra en reparler tout à l'heure, ça accélère l'activité du système immunitaire contre les cellules. Donc ça, c'est vraiment le cancer localisé. S'il est disséminé, le seul traitement qu'on a, je vous l'ai dit, c'est la chimiothérapie et l'immunothérapie. On ne fait pas de chirurgie, puisque la chirurgie, c'est que pour le cancer localisé. Quand le cancer est stade 4, le traitement, c'est un traitement parfois de perfusion, de chimiothérapie ou de comprimé. Et donc, deux maladies différentes égale deux traitements différents, deux stratégies de traitement différentes. D'accord. Et quand le cancer, devient métastatique? Donc, c'est ça, c'est ces stade 4 C'était ce stade. qui peuvent être d'emblée. Donc, on peut avoir le diagnostic du cancer du sein et découvrir les métastases en même temps. On dit que c'est synchrone. En même temps, on a à la fois les métastases et le cancer localisé. Et dans ce cas-là, on va privilégier le stade 4, c'est-à-dire l'ensemble des cellules cancéreuses, et on fait un traitement chimiothérapie, immunothérapie sans faire de chirurgie. Et puis l'autre situation, c'est quand le cancer devient métastasé. Donc on a la tumeur initiale dans le sein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après la chirurgie, les métastases apparaissent. On est métachrone. Et là, il n'y a plus de chirurgie mammaire puisqu'elle a déjà été réalisée et on ne fait que le traitement sur l'ensemble du corps. Alors on a quelques questions, sur l'immunothérapie. On en a parlé, brièvement. Est-ce qu'on peut réexpliquer un peu comment ça fonctionne? Alors ça, c'est vraiment la révolution en fait de ces 5 dernières années dans le cancer en général et particulièrement dans le cancer du sein triple négatif. On a un système immunitaire, tous, qui fonctionne pour lutter contre les bactéries, les virus, les agressions de notre corps. Et le cancer en fait partie. Et normalement, notre système immunitaire est censé lutter contre toutes les formes de cancer qui apparaissent dans notre corps. Sauf qu'à un moment donné, le cancer, il devient plus malin que notre système immunitaire. Il est capable de cracher des substances qui vont empêcher notre système immunitaire de lutter contre lui. Donc le cancer se débrouille pour inhiber, empêcher notre système immunitaire. Quand on a compris ça, on a dit, voilà, on va essayer de redonner la capacité au système immunitaire des patients de lutter contre le cancer. Et ça marche très bien dans le cancer du sein triple négatif. On va stimuler le système immunitaire des patientes pour redonner la capacité au système immunitaire de la patiente de lutter contre son cancer. Donc, ce n'est pas de la chimiothérapie, ce n'est pas des médicaments qu'on utilise habituellement, ça vient juste aider le système immunitaire de la patiente à lutter contre le cancer. Alors, on le fait en même temps que la chimiothérapie, donc c'est des traitements combinés, on associe la chimiothérapie et l'immunothérapie en même temps, à la fois pour tuer les cellules cancéreuses et pour stimuler le système immunitaire de la patiente contre son cancer. Alors je vais juste prendre une question, qui vient d'arriver. Alors je vais juste, repréciser parce qu'il y a énormément de questions qui arrivent, qui sont sur des cas très particuliers. On ne peut pas faire de consultation individuelle, je suis désolée, donc je vais essayer de prendre les questions que je peux, élargir le plus possible. Et du coup, il y a Ferrand qui, apparemment est sous immunothérapie et ce qui lui paraît paradoxal, c'est qu'elle, son taux de globules blancs, est en chute. Hem Du coup, ça paraît, paradoxal puisqu'on est censé booster, le système immunitaire. Alors, effectivement, c'est une question très importante, parce que l'immunothérapie n'est pas de la chimiothérapie, mais là où j'ai pas été très clair, c'est que l'immunothérapie n'est pas anodine non plus. Il y a des effets secondaires de l'immunothérapie. Ça agit sur l'ensemble du système immunitaire. En fait, ça agit sur l'ensemble du corps de la patiente. Et donc, ça perturbe aussi. Et en soi, l'immunothérapie, c'est toxique. C'est toxique différemment que la chimiothérapie, mais il y a des effets secondaires. La fatigue, des problèmes de thyroïde, des problèmes métaboliques, des problèmes de glandes surrénales, de fonctionnement des poumons, du côlon et de fonctionnement des globules. Donc oui, il peut y avoir aussi des effets secondaires importants qui ressemblent un peu aux effets secondaires de la chimiothérapie, spécifiquement parce que notre système immunitaire est modifié, perturbé avec l'immunothérapie. Il y a Sibiatsu, je suis désolée si je prononce mal votre prénom, qui nous disait, par exemple, qu'elle souffrait de démangeaisons. Ça, c'est aussi un effet secondaire Il de peut y l'im avoir effectivement une atteinte de la peau, des sécheresses de la peau, des éruptions cutanées, des démangeaisons directement liées à l'immunothérapie. D'accord. Et comment on sait si on est éligible à l'immunothérapie? Parce qu'on a quelques questions, à ce sujet. Alors, je vais reprendre les deux maladies. Je vous rappelle, le cancer du sein localisé, à partir du moment où la tumeur fait plus de 2 cm,
triple négatif, toutes les patientes vont avoir de l'immunothérapie. Ça, c'est D'accord. pour le cancer du sein localisé. Quand c'est métastatique, il y a des marqueurs qu'on regarde. Il y a un score qui s'appelle CPS, qui est le score qui permet de savoir si on est sensible ou pas à l'immunothérapie. Donc, en situation métastatique, toutes les patientes n'ont pas d'immunothérapie. Il n'y a qu'une minorité de patientes qui peuvent recevoir l'immunothérapie parce que dans la situation métastatique, il y a moins de patientes qui répondent à l'immunothérapie. Donc, cancer du sein localisé, dès que la tumeur est un peu grosse, 2 cm, on fait de l'immunothérapie. Cancer du sein métastatique, ce n'est qu'une minorité de patientes pour l'instant parce qu'on n'a pas encore tout compris du cancer du sein métastatique. D'accord. Mais il y a Claire justement qui nous parle du marqueur PDL1 qui Ouais, est... alors en fait, effectivement, donc le CPS, c'est pour regarder le PDL, c'est la même chose. Oui, donc c'est la cible contre laquelle est dirigée l'immunothérapie et du coup ça fonctionne Exactement. là. Et du coup, elle se demandait si on est PDL1 négatif, elle est en récidive, est-ce qu'elle pourrait bénéficier de l'immunothérapie ou est-ce que ça ne Alors, fonctionne mais à nouveau, le cas est particulier, il faudrait bien l'étudier en pas? profondeur, mais si le score est négatif, le PDL1 est négatif, a priori, il n'y aura pas d'immunothérapie, hors exception, hors essai thérapeutique. Ouais. D'accord. En c'est clinique, effectivement. Et en essai clinique, on en parlera justement après. Je vais peut-être laisser la parole maintenant à Christelle, parce qu'on parlait de cancer métastatique d'emblée. Vous, ça a été votre cas. On a eu aussi des questions sur comment expliquer qu'on soit diagnostiqué tout de suite à un stade 4. Je n'ai pas la prénom parce que c'est un spectateur anonyme qui nous disait que son cancer est passé du stade 2 au stade 4 sans passer par le stade 3. C'est question de diagnostic à différents stades. Du coup, je vais peut-être relaisser la parole au docteur Trédan à ce sujet-là. Euh, les cancers peuvent être diagnostiqués, on le disait tout à l'heure, d'emblée à des stades avancés. Alors, exactement. Donc, on est tous d'accord pour dire que le cancer, c'est une maladie grave, et en plus, c'est une maladie qui peut se développer de façon insidieuse, c'est-à-dire qu'à bas bruit, alors qu'il y a une petite tumeur du sein, très limitée, avec quelques centaines de millions de cellules cancéreuses, il peut y avoir déjà des cellules qui se développent ailleurs, à l'intérieur du foie, à l'intérieur des poumons, sans que ça ne fasse de symptômes. Et à un moment donné, on découvre la tumeur du sein parce que la tumeur a grossi, parce qu'on s'est palpé ou parce qu'on a fait une mammographie. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension. On fait un scanner ou un PET scan pour regarder s'il n'y a pas d'autres cellules cancéreuses. Et malheureusement, de façon insidieuse, il y a des cellules cancéreuses qui se sont développées en même temps que le cancer du sein, à l'intérieur du foie, à l'intérieur des poumons. C'est les métastases qu'on décrivait tout à l'heure. Et donc, on a ce diagnostic de cancer d'emblée métastasé, avec les métastases en même temps que le diagnostic. C'est la caractéristique de ces méchants cancers qui se développent sans qu'on s'en rende compte, sans que ça fasse de symptômes. Et quand on fait le diagnostic, on a à la fois le diagnostic du cancer du sein à l'intérieur du sein et le diagnostic du cancer du sein dans les métastases, foie, poumon, os. C'est malheureusement assez fréquent. Ça correspond, on va dire, à la minorité des patientes, hein. La majorité des patientes ont des cancers localisés grâce au dépistage, grâce à la palpation. Mais il y a une petite proportion de femmes qui ont d'emblée les métastases. Ça n'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'elles ont négligé leur surveillance, c'est juste parce que le cancer a trouvé le moyen de se développer insidieusement. Ouais, c'est important de le préciser. Donc, Christelle, je vous redonne la parole, pardon. Donc, Effectivement, ce qui vous est c'était arrivé. bien mon cas. Et alors, du Parce coup, que j'ai eu une mammographie en janvier 2021 où tout allait bien. En septembre, j'ai eu ma paupière qui est tombée, ma paupière de l'œil gauche. Mais bon, voilà. Après, je suis partie en vacances à l'île de la Réunion. J'étais super en forme. J'ai fait 4 jours de rando. Et puis, j'ai senti une petite boule sur l'os entre les deux seins. Et puis, ben, donc, à mon retour, j'ai eu une mammographie, donc, suivie d'une biopsie. Parallèlement, je suis allée voir l'ophtalmo pour mon œil, parce que ça me paraissait logique. Et puis, au bout de 3 semaines de traitement antibiotique, gouttes, ma paupière ne se relevait toujours pas. Donc, on m'a envoyée vers une neurologue. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous hyper rapidement suite à un désistement, qui là m'a prescrit un bilan sanguin très complet. Et là, on a vu que le bilan hépatique était complètement désastreux. Donc, j'ai eu une échographie du foie. Et là, l'échographe a bien vu toutes les métastases sur le foie.
Donc après, j'ai effectivement passé un TEP scan et là, on a vu l'ampleur des dégâts. Et alors j'imagine que cette annonce a dû être, particulièrement, difficile à recevoir? Bah oui, c'est un petit peu comme un tsunami parce qu'on ne s'attend pas à ça, parce que comme on est en forme, enfin, pour un cancer, on dit fatigue enfin bon. Mais bon, je faisais de la course à pied, j'étais super en forme, donc oui, on n'y croit pas. Donc vous Après, quand on voit les yeux de son oncologue disant stade 4 métastatique, bah là, on prend un peu plus conscience du cas. mmh Et en fait, il revenait du congrès américain début décembre là, 2021, où il y avait un nouveau protocole justement à base d'immunothérapie et de Taxol. Donc, j'ai pu bénéficier de ce traitement fin janvier. Et donc là, bah, en route pour la chimio, l'immunothérapie. Donc en avril, le TEP scan était tout beau. On ne voyait plus de métastases. Donc, c'était plutôt encourageant. Donc, j'ai arrêté le Taxol parce que je commençais à avoir des petits effets physiques désagréables. Et puis, comme le TEP scan était bon, j'ai continué l'immunothérapie. On vous a accordé une pause, sur le Taxol, du coup? Voilà, j'ai fait quand même 15 séances. Bon, il y en Oui. avait 21 de prévues, mais 15, c'était déjà bien. Et Alors puis, en septembre, au, au- au nouveau contrôle TEP scan, bah, les métastases étaient réapparues. Donc, l'immunothérapie n'a pas fonctionné pour moi. du coup, Donc là, j'ai eu à nouveau 4 séances enfin, c'est d'épirubicine et cyclophosphamide, donc dite EC. Et puis, le TEP scan en fin novembre a révélé que tout était rentré dans leur réponse métabolique complète. OK. Donc, je réponds assez vite au traitement, Très bien. pas très longtemps. Alors justement, docteur Trainant, pardon, excusez-moi, être atteint d'un cancer métastatique, c'est rentrer dans une maladie qui devient chronique. On va osciller entre, comme, l'a dit Christelle, des périodes de traitement, des périodes de rémission. Comment on explique qu'un traitement qui fonctionnait, donc, comme, l'a bien, décrit, Christelle, tout d'un coup, ne fonctionne plus? Il faut imaginer le cancer ou les métastases du cancer comme un nuage de cellules cancéreuses et elles ne se ressemblent pas du tout les unes les autres. Mmh. Quand on est en rémission, ça veut dire que 99 des cellules cancéreuses sont mortes et la tumeur, la métastase a régressé. Malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des cas, on n'est pas capable de tuer 100 des cellules cancéreuses. Imaginons qu'on a tué 99 des cellules cancéreuses et qu'il reste 1 de cellules cancéreuses, donc quelques cellules cancéreuses qui se baladent à droite à gauche, à nouveau qu'on ne peut pas voir. Et bien, ces cellules qui sont résistantes au traitement, eh ben, elles vont se redévelopper. C'est pour ça qu'il y a ces périodes de rémission où 99 des cellules cancéreuses ont régressé, et puis il y a des périodes de rechute où la cellule cancéreuse qui n'a pas été éradiquée se redéveloppe et refait une nouvelle métastase ou une nouvelle tumeur. Et effectivement, ces périodes de rémission et de reprogression de la maladie, c'est assez fréquent dans le cancer du sein triple négatif. Attention, ce qui est très variable d'une femme à l'autre, c'est ces périodes de rémission et ces réactivations de la maladie. Parfois, et c'est ce que je souhaite à chacune de mes patientes et à chacune de vous si vous avez un cancer, c'est que ces périodes de rémission, elles peuvent durer très très longtemps et parfois ne jamais reprogresser. Et ça, Mmh. c'est très mystérieux parce qu'on ne comprend pas pourquoi certaines fois ça ne reprogresse pas et pourquoi Ouais. certaines fois ça reprogresse très vite. C'est les limites en fait de notre connaissance scientifique du cancer du sein triple négatif, mais du cancer en général en fait, c'est qu'on n'a pas encore identifié pourquoi certaines femmes sont en rémission pendant des années et d'autres, malheureusement, rechutent 3 mois, 6 mois après le début du traitement. D'accord. Alors justement, on va parler maintenant de ces progrès, qui ont eu lieu, ces dernières années et puis, l'espoir qu'on peut avoir, dans la recherche et les essais cliniques. Claude, vous parliez, quand vous vous êtes présenté, vous avez présenté le collectif, du Trodelvy. Je préfère l'appeler comme ça parce que son autre nom est un peu imprononçable, mais je vous laisserai le dire. Il est arrivé, en France il y a à peu près, 2 ans, hein, c'est ça, hein? Mm. Vous rappeliez un Il- peu oui. l'histoire. Alors qu'est-ce que l'arrivée de ce traitement a changé, pour les triplettes?
Ouais. Alors, si on se remet dans le contexte de 2020, 2020, les chiffres sont assez alarmants, même si Dr Trédon a bien expliqué qu'il y avait plein de spécificités, enfin plein de cas particuliers dans le triple négatif. Mais si on regarde les chiffres en 2020, quand on est en situation métastatique d'un cancer du sein triple négatif, on annonce une médiane de survie de 14 mois. Donc la médiane de survie, hein, c'est au bout de 14 mois, il y a 50% des femmes qui sont bien et qui sont encore là, mais il y a 50% qui sont plus là. Voilà. Euh, donc c'est assez dramatique comme chiffre. Ah, Euh, on discute entre nous sur les réseaux sociaux et celles qui sont en situation métastatique, malheureusement, comme on les appelle, deviennent des triplettes étoilées. Enfin, c'est juste effrayant. Euh, et puis, bah, cette molécule, elle a apporté l'espoir, en fait. alors, est-ce Cette qu'on molécule, peut raconter un peu quelle est la particularité de cette molécule? Parce que c'était une nouveauté aussi. alors, c'est une nouveauté dans son côté médicamenteux, mais ça, je laisserai Dr Trédan répondre, on est face à ce qu'on appelle un anticorps conjugué à de la chimiothérapie. Donc, l'objectif est d'aller délivrer la chimiothérapie à l'intérieur des cellules cancéreuses. Mais là, je vais laisser le scientifique répondre. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que surtout, la promesse de ce traitement, c'est de doubler l'espérance de vie des triplettes en situation métastatique. Donc, doubler l'espérance de vie, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que ça apportait énormément d'espoir. L'espoir de vivre plus longtemps et l'espoir de voir arriver d'autres thérapies qui permettraient encore de gagner du temps, Et une fois jusqu'à qu'on l'a montré. l'espoir ultime, en fait, hein, qui est de guérir, hein, bien évidemment. Donc ça a quand même complètement révolutionné l'approche. Et puis, je crois qu'Olivier pourra en témoigner, mais pour nos soignants, c'était aussi un soulagement de pouvoir proposer quelque chose, d'avoir une nouvelle arme thérapeutique pour les patientes. Voilà. Mhm. C'était vraiment un enjeu énorme. Alors, docteur Trédan, est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont ces ADC, ces chimiothérapies conjuguées à des anticorps? Alors, l'idée, c'est que le cancer du sein triple négatif, ça se soignait par chimiothérapie. Et la chimiothérapie, c'est des poisons qui tuent les cellules cancéreuses et les cellules normales. Et comme on l'a vu au tout début de ce webinaire, il y a des récepteurs sur les cellules cancéreuses, c'est-à-dire des protéines, des spécificités de ces cellules cancéreuses, qui sont vraiment des spécificités, c'est-à-dire qu'elles existent sur les cellules cancéreuses, elles n'existent pas forcément sur les cellules normales. Et donc on a dit, bah, si on utilise ces cibles comme des marqueurs qui peuvent reconnaître les cellules cancéreuses et donc cibler la cellule cancéreuse, on va pouvoir délivrer la chimiothérapie directement à ces cellules cancéreuses. L'anticorps, ça n'est pas de l'immunothérapie, c'est un moyen de cibler la cellule cancéreuse et de dire la chimiothérapie, elle ne va aller que dans la cellule cancéreuse et elle ne va pas aller dans la cellule normale. Alors ça, c'est le concept. En pratique, il y a quand même de la libération de la chimiothérapie en dehors de la cellule cancéreuse, et c'est pour ça qu'il y a quand même des effets secondaires. Et donc, effectivement, on va faire un travail avec le collectif pour dire, bah, est-ce que ces effets secondaires, dans la vie quotidienne de nos patientes, est-ce que c'est tolérable, moyennement tolérable ou intolérable? Parce qu'il y a quand même des effets secondaires qui ressemblent quand même à la chimiothérapie. Mais oui, effectivement, Claude a raison, c'est un vrai enthousiasme. Parce que si on connaît de mieux en mieux les cibles des cellules cancéreuses, on va pouvoir de plus en plus les cibler spécifiquement et y délivrer des chimiothérapies, des immunothérapies, des traitements très complexes, de plus en plus spécifiquement. Il faut savoir que ces ADC, anticorps conjugués à de la chimiothérapie, il y en a 150 actuellement en cours de développement. C'est-à-dire que le sacituzumab govitecan, le Trodelvy, le trastuzumab deruxtecan, l'Enhertu, qui sont les deux molécules qu'on utilise en routine, ça n'est que les deux premières d'une panoplie de nouveaux traitements. Il y en a 150 qui vont arriver dans le futur. Alors, on a beaucoup misé sur ce traitement, mais comme nous le rappelle Claire qui a pu en bénéficier et qui malheureusement n'y a pas répondu, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. On est bien d'accord que tout le monde ne répond pas à ce traitement. Comme la chimiothérapie, on a toute une palette de possibilités de réponse. On a des patientes qui répondent très très bien pendant très longtemps, donc qui sont en rémission et cette rémission est prolongée. Et puis on a malheureusement des patientes qui ne répondent pas du tout
aux anticorps conjugués, ni au Trodelvy, ni à l'Énertu. On n'a pas encore tout compris, donc on n'a pas ce médicament miracle qui guérit 100% des patientes. Je vais être très honnête avec vous, je ne crois pas, en tout cas dans la décennie qui vient, qu'on ait ce médicament miracle. Pourquoi on développe 150 médicaments? Parce que je vous l'ai dit au début, on a 150 cancers du sein triple négatif différents. Et ce qu'il faudra faire, c'est trouver pour une patiente donnée la bonne cible, le bon traitement, le bon anticorps conjugué. Et bien, si on en a 150, on aura peut-être 150 possibilités de traitement. Ce sera notre métier de cancérologue de choisir le bon traitement pour la bonne patiente. Donc, il n'y aura pas de médicament miracle qui marche dans 100% des cas. Alors Claire nous précise qu'elle a dû l'arrêter à cause des effets secondaires intolérables. Et donc du coup, elle se demande qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne répondent pas à ce traitement-là. Donc c'est ce que vous dites, il y a une panoplie de traitements à votre disposition qu'il faut... Alors, Qui... les nouveaux traitements, les 150, ne vont pas arriver demain, hein. Non, non, bien sûr. N'allez pas voir votre cancérologue en disant je voudrais un des 150 anticorps conjugués qui est en Il cours y en de a développement. En cours de développement, ça veut dire qu'on est en train de les tester dans les essais cliniques. Je pense qu'on va parler des essais cliniques avec Claude juste après. Mais oui, tant qu'on n'a pas fait tous ces essais cliniques, aujourd'hui, on reste assez démunis avec 2, 3 anticorps conjugués à notre disposition, ce qui est largement insuffisant pour tuer les 100% de cellules cancéreuses de 100% de nos patientes. Mmh. Je voudrais juste qu'on refasse un point sur ces anticorps parce qu'on en parle, dans les ADC, on en parle dans les thérapies ciblées, on en parle dans les immunothérapies. Ils sont utilisés un peu à toutes les sauces. Est-ce qu'on peut, expliquer brièvement, comment, leurs différentes applications? Parce que c'est pas du tout les mêmes. On vient de dire que pour les ADC, l'anticorps sert à amener la chimiothérapie au cœur de la tumeur. Pour l'immunothérapie, vous disiez que ça sert à lever les freins que la tumeur va exercer sur notre système immunitaire et qui l'empêche de travailler et les thérapies ciblées. Alors, les thérapies ciblées, c'est encore une troisième famille de médicaments. Donc là, en fait, on a balayé 3 familles de médicaments. Les anticorps conjugués à base de chimiothérapie, l'immunothérapie au sens propre du terme pour stimuler le système immunitaire, et puis il y a une troisième famille de médicaments qu'on appelle les thérapies ciblées. C'est des médicaments qui ciblent une anomalie des gènes du cancer. On a parlé tout à l'heure de BRCA et d'un médicament spécifique de BRCA, c'est une thérapie ciblée. Mais il y a beaucoup de gènes, hein, il y a 20 000 gènes dans notre corps, et donc il y a 20 000 gènes dans les cellules cancéreuses. Certains, quand ils sont mutés, participent à l'agressivité du cancer. Et si on vient cibler, on vient inhiber, on vient tuer ces mutations génétiques, eh ben, on peut avoir une activité anticancéreuse. Et donc oui, en parallèle de ces anticorps conjugués, de cette immunothérapie, on a ces thérapies ciblées qui se développent également, avec des noms aussi très barbares, j'en suis désolé, on a tendance en médecine à utiliser des noms de plus en plus compliqués. Me demandez pas pourquoi, c'est un fait. Et on va cibler des gènes avec des noms compliqués, avec des molécules compliquées, avec des stratégies parfois très, très complexes qui sont basées sur le code génétique des cellules cancéreuses. D'accord. Alors on en vient au futur développement. On parle beaucoup de vaccinothérapie. Où on en est, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par vaccinothérapie? On va bien distinguer des vaccins préventifs. Et où en est la recherche, à ce niveau-là? Vaccinothérapie égale stimulation du système immunitaire ou apprentissage du système Oui. immunitaire à lutter contre le cancer. Quand on vous fait un vaccin, quand vous êtes enfant, contre la rougeole ou contre n'importe quelle maladie, c'est bien pour dire, regarde, système immunitaire, ça s'appelle la rougeole, et quand le virus, la bactérie, le germe va arriver, il faut que tu le reconnaisses comme étant méchant et le détruire rapidement. Et c'est le même principe avec le cancer. On va dire, voilà, ça c'est un truc qui est une protéine méchante du cancer. Si tu vois arriver ça dans le corps, tu détruis ce que c'est. Mmh. On essaye d'entraîner le système immunitaire à lutter contre le cancer. En fait, on est à peu près dans le même ordre d'idée que l'immunothérapie. L'immunothérapie, on stimule le système immunitaire, mais de façon non spécifique. On dit au système immunitaire, bats-toi, mais bats-toi contre tout. Et il y a une question, pourquoi on a des effets secondaires? Parce que le système immunitaire est hyper stimulé. Donc il va se battre contre le cancer, mais il va se battre contre la thyroïde, contre la surrénale, contre le côlon, parce qu'il est hyper stimulé. Donc c'est pour ça qu'il y a des effets secondaires de la thyroïde, du côlon, etc. Là, c'est un peu différent. On va dire, voilà, ça c'est cette protéine, cette anomalie particulière du cancer qu'il faut que tu attaques.
Donc, on veut devenir encore plus spécifique. On veut que le système immunitaire vraiment se batte contre le cancer. Alors, c'est très expérimental pour l'instant. Il y a beaucoup d'essais où on vient injecter des protéines anormales pour dire aux protéines anormales, pour dire au système immunitaire que les protéines anormales, il faut les détruire. C'est un peu le même principe qu'on a fait avec un développement très rapide contre le Covid, par exemple. Oui, parce qu'on l'a bien vu, hein, la tumeur, elle affaiblit notre système immunitaire, donc on aura beau lui montrer ce contre quoi elle doit s'énerver, on va dire, si elle est ralentie par la tumeur, ça va pas fonctionner. Du coup, on voit de plus en plus aussi des combinaisons immunothérapie et vaccinothérapie. C'est peut-être plus ça qui va Alors ça, fabriquer. c'est effectivement une spécificité du cancer du sein en général et du cancer du sein triple négatif en particulier. On n'est pas capable, avec le système immunitaire seul, de lutter contre le cancer. Ça, c'est possible, par exemple, dans les cancers du poumon ou dans certains mélanomes, où juste la stimulation du système immunitaire permet de tuer le cancer. Malheureusement, dans le cancer du sein en général, et donc je vous l'ai dit, dans le cancer du sein triple négatif, l'immunothérapie seule n'est pas suffisante, et donc on fait des combinaisons de traitements, chimiothérapie, immunothérapie, anticorps conjugués, thérapie ciblée. Et donc l'avenir, c'est des traitements un peu à la carte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on choisira le traitement en fonction de la patiente, et en fait, on ne va pas choisir le traitement, on va choisir des associations de traitements, un peu de chimiothérapie, un peu d'anticorps conjugués, un peu de thérapie ciblée, en fonction de la spécificité de chaque cancer. On fera du traitement à la carte. Alors, je reçois une question de Maïva qu'on avait un petit peu anticipée. Elle dit connaître une triplette qui est partie en Allemagne pour accéder à la vaccinothérapie. Donc, elle voulait savoir où on en était concernant sa validation. On vient d'y répondre. Voilà, elle paye ses soins plus de 50 000 euros par semaine de sa poche. Claude, est-ce que vous avez vu des triplettes partir en Allemagne? Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ces cliniques allemandes? Oui, déjà, je pense que c'est important de ne pas dire en Allemagne, Mhm. mais dans une clinique en Allemagne. Il faut souligner que le système de soins allemand ne permet pas plus de prise en charge, ne reconnaît pas non plus ce qui est fait dans cette clinique en Allemagne. Donc ça, c'est déjà un premier point. Avant que le Trodelvy n'arrive en France, avant qu'on ait l'immunothérapie en France, il y avait beaucoup de triplettes qui, en situation métastatique et en plein désespoir, se tournaient vers cette clinique en Allemagne qui promettait monts et merveilles et en tout cas apportait, quand on discutait avec le médecin là-bas, et c'est toujours le cas, beaucoup d'espoir de guérison. Euh, Moi, je respecte complètement ces femmes qui font cette démarche. Elles sont le signal d'une détresse et le signal du fait qu'aujourd'hui, on n'a encore pas des solutions. Euh, pour autant, même si au début, j'étais hyper réservée par rapport à ce qui se passait, on a fait des études, on a étudié des dossiers avec différentes triplettes qui étaient dans cette destination. Euh, Et le résultat aujourd'hui est que, il y a beaucoup de pertes d'argent, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a pas de résultat en fait. Hem, Oui, faut préciser, hein, nous, on avait essayé de mener l'enquête. C'est des cliniques qui ne publient pas leurs résultats dans les revues scientifiques, comme on a l'habitude de faire les chercheurs. Et nous, en tant que journalistes, quand on les a plébiscités pour les rencontrer, c'est très, très opaque et on n'a pas, ils ne voient pas leurs portes comme ça. Donc, c'est vrai que ça incite à la prudence. alors je sais, que, il y a cette clinique en Allemagne a eu beaucoup de publicité et beaucoup de vagues de triplettes françaises qui sont allées en 2020, 2021, 2022. Il y a eu un petit creux. Là, ça repart, hein. Il y a des effets d'entraînement. Hem, ayez un choix éclairé par rapport à ça. Réfléchissez réellement à ce que vous voulez aller chercher là-bas qui n'existe pas en France, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, également en France. Hem, Soyez hyper critique. Il est assez incompréhensible, que cette clinique,
propose exactement le même devis à toutes les triplettes, qu'elles aient des métastases au foie, au poumon, sur les os ou pas. C'est exactement le même devis avec la totale, un prix maximum. Voilà, déjà ça doit alerter. C'est juste affolant, juste effarant. Et en même temps, euh, on peut comprendre cette détresse. On peut comprendre tout ça, mais parlez-en. Euh, Réfléchissez bien à ce que vous allez chercher là-bas. Pourquoi? Parlez-en. Ça, c'est le premier message. Et là, je vais maintenant passer à un autre message à nos soignants, qui est de dire, quoi qu'il arrive, on ne doit pas fermer la discussion avec ces patientes. On doit essayer de comprendre. On doit essayer de leur donner une vision hyper éclairée et quel que soit leur choix, les accompagner. Et toujours garder cette discussion avec elles, parce que ce sera la meilleure façon de les soutenir et de gérer avec elles. Et quoi qu'il arrive, ce binôme soignant-patient ne doit jamais être rompu. Voilà, ça c'était un autre message. Et ajouter quelque chose, docteur Trédan, ou- Je souscris complètement. Très bien. Mais justement, hein, on a vu hein, que cette vague vers l'Allemagne avait diminué avec l'arrivée du Trodelvy. Donc, il y a cet espoir-là de nouveaux traitements. Donc, là, on va arriver sur les autres pistes de recherche. Qui veut en parler? Claude, tu voulais faire une petite présentation peut-être? Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a trois objectifs au sein du collectif qui sont faire connaître et sensibiliser sur ce cancer du sein, faire des collectes de fonds pour soutenir la recherche dédiée au cancer du sein triple négatif et l'accès aux traitements novateurs. Encore. Il se trouve que l'accès aux traitements novateurs, enfin ces traitements, comme le disait tout à l'heure le docteur Olivier Trédan, on en a plein via les essais cliniques. Encore faut-il savoir ce qui existe comme essais cliniques, encore faut-il pouvoir rentrer dans ces essais cliniques. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé au sein du collectif avec une start-up qui s'appelle Clinéo pour donner accès à toutes les patientes à l'information sur ces essais cliniques. Donc, grâce à cette plateforme, clinéo.fr, vous pouvez regarder ce qui existe pour vous dans l'histoire de votre maladie, dans le contexte de votre maladie. Alors attention, attention quand même. euh, si vous avez un traitement qui fonctionne, on ne va pas aller chercher un essai clinique, hein. Il y a des moments pour aller rechercher un essai clinique. Alors justement, je me permets d'intégrer la question de Cécile, qui est en période de rémission, et elle se demandait si on peut intégrer un essai clinique quand on est en rémission. Alors, il y a plusieurs sortes d'essais cliniques. Il peut y avoir des essais cliniques qui sont dans des phases de suivi et des phases d'observation, mais donc qui ne sont pas, je dirais, interventionnels. Donc, il y en a parfois quelques-uns quand on sort d'une phase de traitement. Donc là, depuis quand est installée sa rémission, je ne sais pas, mais peut-être que Olivier, vous voulez compléter? Je vais essayer de retrouver On, ça. on va dire que le moment le plus opportun pour rechercher un essai clinique, c'est effectivement la progression. La période de rémission, comme je vous l'ai dit, elle est très incertaine. Elle peut durer quelques mois, elle peut durer quelques années. Si cette rémission dure quelques années, voire des années et des années, bah, il n'y a pas de raison de participer à un essai thérapeutique avec des nouveaux traitements, des nouvelles procédures, avec des molécules expérimentales. Par contre, et c'est là où l'outil est particulièrement performant, c'est au moment opportun de la progression, on a 15 jours, 3 semaines, un mois pour trouver le bon traitement. Et dans mon activité quotidienne, en cancérologie, je ne vais pas pouvoir avoir une vision globale de tous les essais thérapeutiques qui existent dans la région et encore moins au niveau national. Et donc l'outil me dit, bah voilà, aujourd'hui, dans ce cas-là, avec telle métastase et tel traitement préalablement reçu, je peux participer à l'étude qui est à Paris, à Bordeaux, à Marseille, qui me correspond à moi. Il faut être très réactif, d'où l'intérêt de l'outil. Et donc, moi, mon conseil, ce serait de le faire
à l'initiation d'une progression quand on sent que la maladie est en train de sortir de la rémission. D'accord, j'ai retrouvé la question initiale de Cécile. En fait, elle est assez inquiète parce qu'elle a un cancer très agressif, mais elle est en rémission depuis presque 4 ans. Elle se demandait en fait si un essai clinique pourrait lui permettre d'éviter les métastases, enfin la récidive. Donc là, vous dites qu'il faut attendre qu'elle profite de sa période de rémission Mon finalement. conseil, c'est effectivement profiter de la période actuelle. Et avec un peu de chance, cette rémission va encore se durer pendant des années et des années. Et en tout cas, je vous le souhaite. Ouais. Donc, Donc, ouais, vous parliez de Clinéo, on- j'en profite. Si vous vous posez des questions, mesdames, sur cette application, on avait fait un article dessus sur notre site internet rostireup.fr. Il y a d'autres applications qui arrivent, il y a Match Trial, il y avait OncoClick également. Donc, voilà, ça y est, on a bien compris que les essais cliniques, c'était pas évident à trouver. Donc, il y a de plus en plus d'outils comme ça qui se développent pour faciliter la tâche aussi bien aux patients, parce qu'il y a certaines plateformes qui permettent un accès direct aux patients et aussi faciliter le travail aux oncologues et leur permettre d'aller plus vite. Donc du coup, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête sur les développements d'essais cliniques. Donc rester un peu en alerte sur ces nouveaux essais cliniques. et c'est pas un essai clinique, c'est pas l'espoir de la dernière chance, hein. Il y a des essais cliniques qui existent dès le début de la prise en charge de la maladie. Donc, c'est aussi des étapes, enfin, on peut regarder aussi à ces différentes étapes-là. Voilà. Hein. Ça, faut bien le préciser, un essai clinique, on peut l'intégrer dès la première ligne de traitement. On n'est pas obligé d'attendre une Xème ligne de traitement. Alors, de la même façon, on va mettre en ligne un article qui va expliquer les différentes phases des essais cliniques si vous vous posez des questions dessus. Je te laisse continuer, Claude. Euh, donc, euh, tu veux qu'on parle de tous, excuse-moi. Vous pouvez peut-être parler de l'étude que vous Ah oui, allez lister. tout à Oui. fait. Oh, pardon, je vous ai perdu. Oui, alors, en fait, au sein du collectif, on mène plusieurs actions. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, le collectif Triplette Rose est né sur un plaidoyer pour l'accès au sacituzumab govitecan. Aujourd'hui, cette molécule est là. Elle permet pour certaines triplettes de vivre au long cours, enfin d'avoir un recul avec plusieurs années sous le Trodelvy. Et on a fait un constat suivant qui est que bah, c'est bien, mais parlons de la qualité de vie de ces femmes. Le Trodelvy, c'est pas forcément si simple que ça au quotidien. Il y a des effets secondaires et notamment des effets secondaires cumulatifs quand on l'a sur le long terme. Donc ça, c'est notre constat. Donc, ce qu'on souhaite et ce qu'on va faire avec le docteur Olivier Trédan, le Centre Léon Bérard, mais aussi avec l'INSERM, c'est revoir en fait cette façon de comprendre la vie avec la maladie. Donc, on va faire des entretiens avec les patientes. On va voir si les questionnaires qui sont utilisés aujourd'hui ou pas d'ailleurs sont bien adaptés. Notre vision, c'est que non. On va voir comment faire pour que ces questionnaires reflètent bien le vécu de la maladie, avec pour finalité bah, de recueillir les bonnes informations et d'être en mesure de proposer des solutions adaptées à ces femmes qui vivent au long cours avec des traitements en situation métastatique. Voilà. Donc on est très, très, très fiers et très heureuses de démarrer notre premier essai clinique en fait avec le Centre Léon Bérard et avec Olivier qui est présent là aujourd'hui. C'est la slide que je suis en train de présenter. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un petit délai entre le moment où j'affiche et, Il y a un petit décalage, mais je pense qu'on aura, on aura vu l'essentiel. Très bien. Alors, je vais juste refaire un tour au niveau des questions. Alors, je le répète, mesdames, je suis désolée, vous posez énormément de questions sur des cas très, très particuliers. On ne peut pas faire des consultations individuelles. J'espère que la présentation qu'on vient de faire vous donne quand même un aperçu des traitements, de leurs problématiques et des développements futurs. Claude, tu voulais présenter les actions du collectif?
Et cette Alors moi, magnifique je veux brochure, bien présenter les actions du collectif et puis ça aussi, mais je vais en parler tout à l'heure. Euh, donc nos actions, effectivement, on essaye d'avoir de la visibilité dans les médias, la visibilité dans l'opinion publique, ça je pense qu'on arrive à le faire. En termes de visibilité, je ne sais pas si vous le savez, mais le 3 mars, c'était la journée mondiale contre le cancer du sein triple négatif. Donc on a lancé un challenge connecté. Vous avez encore jusqu'à dimanche soir pour participer au challenge triplet rose. Si vous tapez challenge triplet rose sur Internet, vous allez trouver. Donc rejoignez-nous, inscrivez-vous, bougez pour les triplets, allez-y. déjà, vous indiquez qu'elle participait déjà, oui. Ouais. Euh, les collectes de fonds servent principalement à soutenir la recherche contre le cancer du sein triple négatif. Le collectif Triplet Rose, c'est uniquement des bénévoles et pour la plupart, des personnes qui ont vécu la maladie et des personnes qui sont encore en traitement. Donc, on peut reverser la majorité des fonds pour la recherche ou pour soutenir les actions du collectif. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On soutient des programmes dédiés. Donc, on soutient le programme Compass à l'Institut Curie. On soutient des actions, pardon, le programme Compass à l'Institut Gustave Roussy, pardon, je mélange. On soutient des actions à l'Institut Euh, Curie. Est-ce que tu veux que j'affiche les slides que tu Ah oui, avais si tu veux. préparés? Oui. Ouais, parfait. On va travailler cette étude sur la vie au long cours avec le sacituzumab govitecan et on va créer le prix Triplet Rose. C'est quoi le prix Triplet Rose? C'est une façon de donner encore plus d'impulsion sur la recherche contre le cancer du sein triple négatif. Après, en termes d'action beaucoup plus générale, on a fait ce plaidoyer pour l'accès au Trodelvy. Euh, merci. Comme ça, ce sera vraiment- a- on a fait ce plaidoyer pour l'accès au Trodelvy, on a travaillé sur l'accès aux essais cliniques pour faciliter l'information et l'accès aux essais cliniques et sur la brochure, mais ça je vais en parler un tout petit peu après. Donc si tu peux avancer, s'il te plaît, voilà. Donc le prix Triplet Rose, j'en ai parlé. On a aussi quelque chose qui est très ambitieux, c'est le droit d'essayer, c'est comment faire bouger les lignes pour avoir vraiment à l'accès aux traitements novateurs. Et ça, on reviendra vers vous pour vous en parler un petit peu plus. On a commencé à lancer le sujet. Le premier acteur avec qui on a travaillé, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et puis, on est très, très investi dans le réseau Femnet. C'est quoi le réseau Femnet? Euh, alors, je vais prendre les termes de l'INCa, ça paraît un peu pompeux comme ça, mais c'est un réseau d'excellence clinique pour lutter contre les cancers dits de mauvais pronostic, dont le cancer du sein triple négatif métastatique. On arrive avec plein d'actions là-dessus, mais ce qu'on va lancer, donc, c'est cette fameuse étude, et puis l'intégration des patients de partenaires dans les établissements de soins pour faire ce lien entre les patients et les soignants et pour améliorer finalement l'adhésion au protocole de soins et améliorer la prise en charge au sens large des patientes. Voilà pour ça. Et je crois qu'après, on a juste un zoom sur la brochure, c'est ça, le challenge triplet rose, ça, voilà. Allez-y, inscrivez-vous. Et si vous n'avez pas d'équipe, il y a une équipe qui s'appelle Tous avec Rosie et les triplettes. Rosie, c'est notre mascotte qui nous a été donnée par Cyril Lignac, on en est très fiers. Voilà, inscrivez-vous avec Rosie, Tous avec Rosie et les triplettes. Voilà. Et voilà, ça, c'est un élément important. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de questions dans le chat. Il y a beaucoup de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Les réponses sont dans cette brochure. C'est ce que Donc, j'allais dire, notamment sur les différents protocoles. Vous avez fait des schémas très, 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 très simples, très, très, très vulgarisé sur les différentes cas de figure et les différents traitements qu'on peut avoir en fonction des cas. Donc, mesdames qui posiez vos questions de façon très spécifique, je vous invite vraiment à regarder cette brochure. Vous verrez, il y a des diagrammes, vous comprendrez certainement très bien là où vous en êtes et pourquoi des fois on ne vous propose pas tel ou tel traitement. alors, on a appelé ça une brochure, mais c'est quand même 52 pages d'informations, donc c'est plus une brochure. Ça a été fait avec mon réseau cancer du sein, donc avec des associations de patients, avec des patients et avec des oncologues, dont Olivier qui a participé à la relecture d'ailleurs. Euh, on a voulu vous apporter toutes les informations
pour comprendre le cancer du sein triple négatif et pour comprendre sa prise en charge. Donc, c'est disponible sur notre site internet, Collectif Triplette Rose, dans la rubrique Le triple négatif, la brochure. Allez-y, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger tout à fait gratuitement, sans aucun problème. Donc, voilà, ça c'est vraiment une action phare qu'on mettra à jour euh, sur la version en ligne lorsque les informations évolueront. Très bien. Ça. Partage d'écran. Je regarde s'il y a eu d'autres questions. Alors, on me pose la question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Je vous invite à le regarder parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui étaient arrivées entre-temps auxquelles on a répondu en début de webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer un mail également sur notre adresse contact du site internet de rose-up.fr. On essaiera d'y répondre. Encore une fois, on ne peut pas faire de consultation individuelle, mais on essaiera de vous aiguiller au mieux. On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que quelqu'un veut conclure? Oui, oui, Claude. Juste, moi, je vois une question qui est très importante, qui est est-ce qu'on peut guérir et définitivement d'un Oui, cancer elle du arrive. sein Oui. triple négatif? Oui, c'est la majorité des cas. Je pense que c'est quand même hyper important, c'est peut-être la conclusion aussi, j'en sais rien, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on apprend qu'on a un cancer du sein triple négatif qu'on a signé un arrêt de mort. Dans la majorité des cas, au stade localisé, on guérit d'un cancer du sein triple négatif. La situation devient beaucoup plus critique en situation métastatique. Euh, et là, il faut soutenir la recherche, il faut gagner du temps, il faut avancer, mais on a quand même des exemples de vie au long cours avec une situation métastatique. Oui, on en guérit. Au stade localisé, on en guérit. Ce que rappelait le docteur Trédan au début du webinaire, tous les cas sont différents, mais c'est vrai que le cancer du sein triple négatif est vraiment associé à cette image de cancer extrêmement agressif dont on ne guérit pas. Donc on rappelle, quand il est diagnostiqué à un stade localisé, comme vient de le rappeler Claude, on peut en guérir, et quand il devient métastatique, Christelle est là pour en témoigner. D'ailleurs, peut-être vous voulez en dire dire un mot là-dessus. Il faut croire en la recherche, et chaque jour, chaque semaine, chaque mois de gagner, c'est une possibilité de plus d'intégrer un essai clinique ou d'avoir un nouveau traitement qui arrive. Mais oui, c'est ça. Parce que, quand j'ai été diagnostiquée, enfin, en lisant effectivement les chiffres, 14 mois de médiane de survie, voilà, j'en suis à plus de 2 ans. Donc, et puis, je ne compte pas m'arrêter là. Les chiffres ne sont que des chiffres, on peut les faire mentir et il faut les faire mentir. Et je suis également en rémission d'un cancer du sein triple négatif métastatique. Voilà. Voilà. Et ben, on va rester sur... Claude, Claude est notre exemple et on la suit. Et notre espoir. Merci. Voilà, bah, je vous propose de rester sur cette note d'espoir. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire. Merci à toutes celles qui ont participé. Encore une fois, je vois encore des questions arriver. N'hésitez pas à nous les envoyer sur notre adresse contact, et on essaiera d'y répondre. Merci encore, et bonne journée à vous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.